devrait se produire une bilatérale. Donc, sommet à 2, je ne sais pas, mais à 3, oui, ça devrait se produire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il veut en être. Donald Trump pense qu'il doit être présent pour que le sommet ait lieu entre le président ukrainien et le président russe, Sylvie Bermann. Oui, mais je pense que ça ne peut pas se produire autrement. Et si on se souvient d'un précédent, c'est la première rencontre entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine. C'était parce qu'il avait été invité par le président de la République. À Genève ? Par le président de la République avec Angela Merkel en décembre 2019. Et ils ont eu un aparté de, je ne sais plus, c'était une demi-heure à peu près. Et je pense que c'est impossible autrement, parce que qu'est-ce qu'ils peuvent se dire? Ils ne vont pas se mettre d'accord comme ça, tout seuls. Donc c'est inévitable que Donald Trump soit présent. Moi, je ne vois pas comment ça peut se passer autrement. On ne sait jamais, hein, tout peut arriver. Ludmilla, vous êtes d'accord? Mais je pense que, justement, il y a les positions de la Russie et de l'Ukraine. Ils sont tellement loin l'un de l'autre et ils n'ont pas évolué. Poutine n'a pas évolué sur aucun des points depuis 3 ans et demi. Alors, mais côté ukrainien non plus. Non, parce que pour nous, ça va signifier la reddition. Du coup, ce qu'on pourrait se dire l'un l'autre, Poutine va dire alors... reddition, nous on va dire un peu les mots qui étaient envoyés par les marins ukrainiens en notre... Ah oui, je me souviens. Voilà. Oui, on se souvient. Russe, et voilà. Ça ne se dit pas à l'antenne. Voilà, c'est très... C'était quoi les mots Ludmilla? Ludmilla, lancez-vous. Mais bon, c'était une insulte. Vous vous souvenez très bien, Vincent Crozet. Vincent a employé le mot à la télé, le F-mot. Mais... Non, mais voilà, the F-word, comme on dit en anglais. D'où l'importance pour Trump. Il veut forcément cette rencontre-là, mais sauf que pour cette rencontre-là, il faut qu'il y ait quelque chose, il y a des bases, il y a des discussions, il y a un point qui pourrait être signé ou autre. On pourrait rien signer avec la Russie aujourd'hui. Je pense que d'ailleurs, c'est pas le but. Oui, mais alors pourquoi Volodymyr Zelensky dit qu'il veut absolument cette rencontre? Oui, je pense que c'est pour montrer que c'est l'autre partie qui va jamais accepter de le rencontrer. Je vous rappelle. Donc ça n'est pas parce qu'il la souhaite. Poutine, il a dit pour plusieurs reprises que Zelensky n'est pas légitime. C'est pas un président légitime en Ukraine. Oui, il ne le nomme pas. Pour lui, Zelensky, il manque de la légitimité. Alors, aujourd'hui, je pense que c'est une sorte de déception personnelle de Poutine, parce que lui, il comptait sur le fait que quand Zelensky vient au pouvoir, ce ne sera pas Poroshenko qui était très contre justement cette lignée russe, et qu'il pourrait le ménager, que finalement, l'Ukraine que Poutine voulait obtenir, il pourrait l'avoir. Il ne l'a pas eu. Vraiment. Sylvie Bermann. Alors, en fait, puisque j'étais à Moscou à ce moment-là, mon souvenir, c'est que Volodymyr Zelensky s'était engagé à régler le problème avec la Russie, campagne électorale, mais que jamais Vladimir Poutine n'a accepté de le prendre au téléphone. Et il est arrivé à un moment, il ne prononçait même pas son nom. On s'était dit, bon, Poroshenko, c'est terminé, ça sera différent. Mais ça n'a pas été différent. Et donc, son problème, c'est pas uniquement par rapport à Zelensky, c'est par rapport à l'Ukraine, à son État. Mais il n'y a pas que ça. Moi, je pense qu'il y a aussi un problème humain. On n'en parle jamais, mais autant Poutine et Trump, entre guillemets, c'est bizarre, mais ont un certain respect, entre guillemets, une admiration l'un pour l'autre, autant Poutine méprise profondément Zelensky. On sent bien qu'il y a un contact physique qui n'est même pas possible, en fait. Il le regarde, il ne peut même pas le regarder, tellement il le méprise. Et ça transparaissait dans la réunion de 2019. C'était incroyable à l'Élysée. On voyait bien, il ne le regardait pas, il était là, il cherchait autre chose. Et c'est la même chose. Donc il ne rencontrera le président Zelensky que contraint et forcé en présence du président américain. Vladimir Poutine. Oui. Et quand tout sera réglé, effectivement. Ouais. Et ce serait bien qu'on soit là aussi, nous les Européens. Mais ça n'aura pas lieu. Une quadrilatérale. Alors voilà. Alors donc, bilatérale, on passe à une trilatérale, une quadrilatérale, mais donc du coup, il n'y aura rien, oui, effectivement. De toute manière, il n'y aura rien. Et je pense que Trump... vous dites de toute manière, il n'y a rien. Alors hier, sur ce plateau, c'est la même chose. De toute manière, ça permet de gagner du temps, évidemment. C'est un risque. On sait que l'organisation de ce sommet est illusoire. Se gèle, en fait. Enfin, quand on dit il n'y aura rien, c'est qu'on n'est pas capable de le traiter, de trouver des solutions diplomatiques et encore moins des solutions militaires pour le moment. Arnaud Dubien, je ne vous ai pas entendu sur ce sujet. Non, il est illusoire, à mon avis, de prétendre vouloir contraindre Poutine à rencontrer Zelensky s'il ne le souhaite pas. Donc, et même Trump n'a pas... Mais n'a-t-il pas dit qu'il le souhaitait ?
Vladimir Poutine. Non, il était ouvert, mais encore une fois avec les conditions habituelles, c'est-à-dire c'est pour signer un accord définitif qui en réalité est une il n'existe pas. Oui. Donc il ne le souhaite pas. Donc voilà, Poutine ne verra pas Zelensky, c'est effectivement le plus probable, mais dans le jeu triangulaire, il s'agit de faire porter le chapeau à l'autre finalement. Donc Zelensky essaie de faire porter le chapeau à Poutine aux yeux de Trump et vice-versa. C'est ça le jeu actuellement. Alors, ce qui coince vraiment quand même dans ce conflit entre la Russie et l'Ukraine, c'est un point capital, c'est le cœur du réacteur, ce sont les fameuses garanties de sécurité. Là aussi, ce sont des garanties de protection que l'Ukraine voudrait obtenir. Ce à quoi la Russie répond également qu'elle veut des garanties de sécurité. Tout le monde en veut. Et une fois de plus, eh bien, les États-Unis, puisqu'on est quand même tous d'accord sur ce plateau pour dire que même s'il est qui il est, Donald Trump, même s'il n'y arrive pas, il est celui qui, pour le moment, a fait le plus avancer les choses. Eh bien, il va perdre patience puisqu'il a dit, les Européens pousseraient Zelensky à attendre, il en veut beaucoup à nous autres Européens ces derniers jours, sont en train de pousser Zelensky à attendre un meilleur accord. C'est une approche maximaliste qui exacerbe la guerre. Aurélien Duchesne. Non mais là, j'insiste quand même sur ce point ce soir, parce que nous sommes maintenant accusés d'exacerber la guerre. C'est-à-dire qu'on est inflexible. D'abord, c'était toute l'ire de Donald Trump était focalisée sur Zelensky, et maintenant, c'est plutôt les Européens. Il est réceptif d'ailleurs à ce qui est devenu un leitmotiv déjà de la télévision russe, qui, au début de la guerre, expliquait que ce sont les anglo-saxons, américains et britanniques qui veulent résister jusqu'au dernier ukrainien, alors que c'était à l'époque où la France et l'Allemagne n'étaient pas du tout sur une position maximaliste à vouloir négocier avec Poutine. Et maintenant que les Européens font bloc, à commencer par la France, dans l'idée qu'il ne faut pas transiger, par exemple, sur l'intégrité et la souveraineté de l'Ukraine, que dit la propagande russe, notamment à la télévision? Que les Américains, c'est au fond ce nouveau partenaire responsable avec qui on peut rebâtir une relation, et que ce sont les Européens qui sont des pousseaux de crime et des battants de guerre qui veulent absolument une guerre nucléaire. Il y a une dernière chose, enfin, c'est quand vous regardez, y compris auprès de la fameuse alt-right autour de Trump, de cette extrême droite américaine, ils reprennent des narratifs tels que l'idée, par exemple, que les Ukrainiens voulaient signer la paix, soi-disant, en avril 2022, à Istanbul, et que ce sont les Européens, notamment Boris Johnson, qui auraient empêché l'Ukraine de parvenir à la paix. Ça, ce narratif, malheureusement, il marche beaucoup. Pour terminer, vous regardez ce que disent les trolls russes sur les réseaux sociaux, y compris sur la chaîne YouTube de LCI quand ils nous attaquent. Ils expliquent que ce sont les Européens qui prolongent la guerre. Ils font des commentaires sur la chaîne YouTube, bien sûr. Ils nous saturent de commentaires. Ça infuse dans l'opinion. Sauf qu'il y a quand même un vrai problème, c'est que l'Ukraine, elle a fait un énorme travail pour faire comprendre aux Européens que leur défense à eux dépend d'Ukraine et qu'il faut... oui, on se souvient de cette communication massive là-dessus. Les Européens acceptent et adoptent la position maximaliste de l'Ukraine. On a réussi. Et ça, c'est vraiment une vraie victoire de l'Ukraine et de la diplomatie ukrainienne. Aujourd'hui, Ludmilla, vous avez réussi. Si on aboutit à quoi? Si les Européens font bloc avec l'Ukraine, on est beaucoup plus probable d'atteindre nos objectifs, même si maximalistes qu'ils peuvent paraître au Trump, que si c'était l'Ukraine toute seule. Parce que si l'Ukraine elle était toute seule, Trump, avec les Européens, aurait pu plier Zelensky beaucoup plus facilement. Donc vous pensez que ça va aboutir à quelque chose, bien évidemment. Oui, avec les Européens, si on fait bloc, je pense que déjà on est plus fort ensemble. L'Europe elle est plus fort avec l'Ukraine et l'Ukraine elle est plus fort avec l'Europe. En tout cas, ces accusations de la part de Washington que l'Europe est maximaliste ont évidemment trouvé un terrain fertile en Russie, puisque il y a eu à quelques heures à peine un tweet de Kirill Dmitriev. Alors Kirill Dmitriev, Sylvie, on le connaît, c'est un personnage important maintenant de la hiérarchie du Kremlin, qui était présent à toutes les dernières rencontres, qui est russe bien évidemment, mais qui a été élevé aux États-Unis. Voici ce qu'il a écrit. Même Washington le voit désormais, les dirigeants de l'Union européenne prolongent le conflit en Ukraine avec des exigences impossibles. L'Union européenne devrait cesser de saboter un véritable processus de paix. Elle devrait privilégier la diplomatie plutôt que les faux discours. Les fauteurs de guerre de l'Union européenne sont démasqués. Arnaud Dubien, vous n'êtes pas étonné, c'est un discours que vous entendez tout le temps à Moscou, mais il y a maintenant quand même comme une espèce de ligue russo-américaine. Est-ce depuis ce sommet en Alaska? Non, c'est pas nouveau. On voit que chez Trump, la tentation de ne pas justement attribuer la faute à Poutine, c'est quand même le fil rouge de sa politique. L'autre fil rouge, c'est qu'il veut se désengager de l'affaire ukrainienne. Et donc,
il n'est pas incohérent en réalité. Alors côté russe, je pense qu'il y a un vrai calcul. Effectivement, que Trump se lasse et se désengage, mais se désengage en réduisant l'aide. Et par ailleurs, la victoire diplomatique ukrainienne, que cette victoire diplomatique ukrainienne, c'est-à-dire le fait que l'Europe, la France en ce que vient de décrire Ludmila Totieva, pleinement derrière l'Ukraine, se transforme en piège et que la défaite qu'il imagine inéluctable de l'Ukraine devienne la défaite stratégique et politique de l'Europe. C'est ça le calcul de Poutine. Est-ce que ça aura lieu? Je ne sais pas. Mais le piège, vu au Kremlin, c'est celui-ci.